Time-lapse, l'heure du savoir, par Olivier Bonneton. Ce n'est pas dans la science qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la science. Histoire extraordinaire 1856, Puissance de la parole, par Edgar Allan Poe. Bienvenue dans ce 6e épisode de Time-lapse. Une personne sur deux est une femme, et quand on regarde en arrière, on constate que peu de femmes sont mises à l'honneur dans l'histoire avec un grand H, et qui plus est, encore moins dans l'histoire des sciences. Bien entendu, pour nous rassurer et sauver les apparences, la société fabrique ses icônes. Einstein pour les hommes, Marie Curie pour les femmes. Voilà, le débat est clos. Pourtant, si tout au long de sa scolarité, l'élève découvre de nouveaux théorèmes, de nouvelles théories, il faut être honnête, il y a rarement une femme mise en avant derrière ces avancées de la connaissance. On peut alors se poser la question et chercher les raisons d'une telle absence. Certains se réfugieront lamentablement derrière un propos purement machiste en invoquant le manque d'intelligence de la jante féminine au regard du cerveau masculin. Laissons cette allégation s'éteindre en ne soufflant pas sur ces braises chaudes qui ne méritent rien d'autre que le mépris. Non, relisons l'histoire et mettons en lumière ces joyaux emplis d'une force de caractère exceptionnelle pour s'élever à la fois au niveau de la connaissance, mais aussi au-dessus de la société patriarcale dominante depuis la nuit des temps. En tant qu'homme, si l'on ne peut changer le passé, au moins pouvons-nous réécrire l'histoire, car, comme aime à le rappeler Robert Brasilache, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Avec cette formule, le journaliste et écrivain interroge dans Frères ennemis, en 1944, l'histoire du point de vue de son objectivité. Les faits ne changent pas, mais le regard sur ceux-ci, oui. Faire disparaître une personnalité, mettre en lumière telle autre, transformer un acte héroïque en un geste insignifiant, rien de plus facile. La vérité aurait-elle trouvé son maître, l'écrivain, l'homme réécrivant, manipulant l'histoire aux grandes dames de l'objectivité. L'ombre de George Orwell dans son roman dystopique ou visionnaire au choix, 1984, nous guette. Le trucage de l'histoire par un État totalitaire. Orwell dénonce la mutabilité du passé, car comme il l'écrit, celui qui détient le passé détient l'avenir. In the shadows, no one has to know. The truth is in the gallows. It'll burn but won't let go. A whisper in the darkness. In the quiet it'll grow. You try to hide it in the farthest place, but everybody knows
There's something in the shadows. Cuts you like an arrow, shifting through the dark. Your strength is in your weakness. There's fire in your blood, hanging from that hole. But everybody knows there's something in the shadows. There's something in the shadows. He finds you in a cold room, a silhouette against the wall, lit up by the white moon. Will I run, awaken dawn? You can see the faces, but you don't know their thoughts. You can feel the traces from the chucklings in my heart. There's something in the shadows, cuts you like an arrow, shifting through the dark. Your strength is in your weakness. There's fire in your blood, hanging from that hole. But everybody knows there's something in the shadows. There's something in the shadows. There's something in the shadows. Cuts you like an arrow, there's something in the shadows. Cuts you like an arrow, there's something in the shadows. Cuts you like an arrow, shifting through the dark. Your strength is in your weakness. There's fire in your blood, hanging from that hole. But everybody knows there's something in the shadows. Remontons le cours des événements et rendons hommage à l'une des premières femmes scientifiques de tous les temps. Dans l'ombre de la pensée grecque, un siècle avant le déclin de l'Empire romain, se dresse la silhouette féminine Hypatie d'Alexandrie. Nous sommes aux alentours de l'an 400 après Jésus-Christ. Hypatie est la fille de Théon, directeur du musée d'Alexandrie, le lieu restant après la destruction de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Femme de sciences et de lettres, elle étudie et enseigne les mathématiques, l'astronomie et la philosophie. Elle donne des conférences sur Platon et Aristote. Non chrétienne, elle reste tolérante envers ce courant qui se propage et nombre de ses élèves sont chrétiens. Le contexte entre chrétiens sous l'autorité de l'évêque Cyril d'Alexandrie et le préfet romain Oreste déstabilise la région en ces temps où différentes religions monothéistes et polythéistes s'entrechoquent. Hypatie, conseillère d'Oreste, va en pâtir. En 415, les hommes de main de Cyril d'Alexandrie l'attaquent, la traînent au sol, la déshabillent et la lapident avec des ostracas avant de la démembrer et de brûler ses restes. Le mot ostraca à l'origine représente un tesson de poterie, mais fait également référence à une coquille d'huître.
peu d'informations permettent de lever le doute entre ces deux objets, nommés ostraca tous les deux. Les chrétiens, jadis minorité persécutée, deviennent alors une majorité persécutrice. Cyril d'Alexandrie sera béatifié en 444 et en 1882, le pape Léon XIII le proclame père de l'Église catholique. Si l'histoire religieuse a sanctifié ses bourreaux, l'histoire des hommes a néanmoins rendu justice à Hypatie. Elle devient une icône du féminisme. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire décrit Hypatie comme un génie libre penseur, un esprit libéré des dogmes. Le comte de Lille, l'écrivain et le poète, en 1852 et 1857, lui consacre 2 poèmes, et le roman Hypatia de Charles Kingsley, publié en 1853, très populaire, va servir de base pour des œuvres de théâtre. Au XXe siècle, Dora Russell, l'épouse du grand mathématicien et logicien Bertrand Russell, publie un livre sur l'éducation inadéquate des femmes et l'inégalité sous le titre « Hypatie, ou la femme et le savoir ». Citons le prologue de cet ouvrage. Hypatie est une universitaire dénoncée par des dignitaires religieux et mise en pièces par des chrétiens. Ainsi sera probablement le destin de ce livre. En tant qu'intellectuelle, Hypatie devient un modèle de la femme moderne et intelligente. Elle reste aujourd'hui une source d'inspiration dans les arts et la littérature mondiale. Un opéra lui est consacré, des pièces de théâtre, des références à Hypatie dans des œuvres majeures comme À la recherche du temps perdu de Marcel Proust ou encore dans Bodolino de Umberto Eco. Enfin, un hommage lui est rendu dans le magnifique film Agora d'Alejandro Amenábar, sorti en 2009. À voir impérativement pour se replonger dans l'atmosphère des débuts du christianisme. Les astronomes rendent à Hypatie un triple hommage en donnant son nom à une comète entrée en collision avec la Terre il y a 28 millions d'années, à un cratère sur la surface de la Lune et en 2015 à une exoplanète Iota Draconis b. Avant de quitter Hypatie d'Alexandrie, je vous invite à revoir la célèbre fresque de Raphaël, l'école d'Athènes. On a beau la connaître et l'avoir vue des centaines de fois, cette fresque fourmille de détails. Cherchez bien, Hypatie est la seule femme peinte sur cette immense fresque représentant les plus grands penseurs de l'Antiquité. À vous de la trouver.
Traversons quelques siècles et retrouvons-nous à l'aube du siècle des Lumières. Nous sommes en 1706 et naît une adorable petite fille, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, plus connue sous le nom de marquise du Châtelet. Femme de lettres, mathématicienne et physicienne, elle est connue pour sa longue liaison avec Voltaire et sa traduction en français des Principia Mathematica de Newton, qui fait aujourd'hui encore autorité auprès des universitaires. La vie d'Émilie du Châtelet est d'une richesse incroyable. Un excellent livre d'Elisabeth Badinter retrace ce parcours atypique. Émilie ou l'ambition féminine au XVIIIe siècle. Une vie romanesque avec des joies, mais aussi des pleurs et une fin tragique. Mais toutes les fins ne sont-elles pas tragiques? Émilie doit à son père éclairé et avisé une éducation qui n'est alors que rarement dispensée aux filles. À 12 ans, elle parle couramment l'espagnol, l'allemand, l'italien, l'anglais et sait traduire le latin et le grec. Douée pour la musique, elle joue du clavecin et chante des airs d'opéra. Elle développe aussi sa pensée rationnelle en lisant les nombreux ouvrages dont dispose son père dans sa bibliothèque et rencontre Fontenelle et Voltaire, invités réguliers du salon parisien réputé de ses parents. Elle est mariée à 19 ans au marquis Florent-Claude du Châtelet. Le marquis a 30 ans et est pris par sa carrière militaire. Se rendant compte des capacités intellectuelles de sa femme, il la laisse vivre librement. Pendant 15 ans, une liaison entre Émilie et Voltaire va s'instaurer. Voltaire l'encourage à approfondir ses connaissances en physique et en mathématiques, matières pour lesquelles il lui reconnaît des aptitudes particulières, la considérant supérieure à lui-même. Dans un domaine qui fut longtemps presque exclusivement masculin, Émilie du Châtelet est considérée comme l'une des premières femmes scientifiques d'influence dont on ait conservé les écrits. Émilie étudie Leibniz, rencontre Clairaut, Maupertuis, Bernoulli, Euler, Réaumur, autant de personnages auxquels on doit l'avènement des sciences dites exactes. Elle entreprend et réalise ainsi la traduction des Principia Mathematica d'Isaac Newton, ouvrage réputé comme l'un des classiques les plus importants du savoir humain. En février 1748, Émilie s'éprend de Jean-François de Saint-Lambert, poète et officier à Nancy. Dans les premiers mois de l'année 1749, elle découvre qu'elle est enceinte de Saint-Lambert. Elle donne naissance dans la nuit du 3 au 4 septembre à une fille, Stanislas Adélaïde, mais Émilie du Châtelet meurt 6 jours plus tard des suites de couches à l'âge de 42 ans. Voltaire écrira alors « J'ai perdu un ami de 25 ans, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être femme et que tout Paris regrette et honore. » Une anecdote circule et montre la force et la détermination d'Émilie. Les séances de l'Académie des sciences étaient exclusivement masculines et elle voulait néanmoins être au courant de ce qui s'y débattait. Les scientifiques se retrouvaient ensuite au café d'en face, mais une loi discriminante de l'époque interdisait l'accès des cafés aux femmes. Faisant fi, la marquise se déguisait en homme chaque fois qu'elle désirait s'y rendre. Même si les scientifiques n'étaient pas dupes, ils la laissèrent mener ce petit jeu. Les astronomes ont rendu un hommage à la marquise du Châtelet en nommant un cratère de Vénus du Châtelet. À savoir que la planète Vénus ne porte que des noms féminins pour sa cartographie des cratères. On y trouve de grands noms tels le cratère Simone Weil, Marie Stuart, marquise de Sévigné, Juliette Récamier, le cratère Mona Lisa, Édith Piaf, ainsi que de nombreux prénoms féminins du monde entier comme Kiris, Magda ou encore Namiko. Pour le prochain prénom féminin de votre enfant, n'hésitez pas à parcourir la liste des noms des cratères de Vénus. Les astronomes rendent ainsi hommage à toutes les femmes célèbres ou non de la Terre. La prochaine fois que vous verrez Vénus dans le ciel, son éclat brillant vous rappellera ce témoignage de respect de la communauté scientifique d'aujourd'hui à toutes les femmes.
a distance, but not together. I am the storm, and I am the wonder, and the flashlight's nightmare, sudden explosion. There's no room where I can go, and you've got secrets too. I don't know what more to ask for. I was given just 1 Après avoir mis en lumière la marquise Émilie du Châtelet, adressons nos hommages à une comtesse bien connue dans les pays anglo-saxons, la comtesse Lovelace. Augusta Ada King, née Ada Byron en 1815, était la fille légitime du poète romantique Lord Byron, inspirateur pour un grand nombre de nos poètes et romanciers comme Alfred de Vigny, Honoré de Balzac ou encore Théophile Gautier. La mère d'Ada, Annabella Milbank, passionnée de mathématiques, oriente sa fille sur cette voie. Ada reçoit une éducation approfondie en mathématiques et en sciences, inhabituelle à l'époque dans l'éducation d'une jeune fille de la noblesse. À 17 ans, Ada rencontre Charles Babbage et est fascinée immédiatement par les machines à calcul conçues par Babbage. En 1839, Ada poursuit ses études sous le tutorat de Auguste de Morgan, grand mathématicien qui fondera avec George Boole les bases de la logique moderne. 3 ans plus tard, en 1842, elle traduit un article de Louis-Frédéric Menabrea, mathématicien italien, sur les machines analytiques de Babbage et décide d'y consacrer ses propres recherches en collaboration avec Charles Babbage lui-même. Les machines analytiques peuvent être vues comme des ordinateurs primitifs, mais un ordinateur sans logiciel n'est rien. C'est là qu'est le génie d'Ada Lovelace. Elle est la première à comprendre qu'il faut, à un support physique, le hardware, l'ordinateur, lui associer un programme informatique, le software, pour que la machine réalise les opérations qu'on lui demande. Ada va concevoir un algorithme pour calculer des nombres en particulier qu'on appelle les nombres de Bernoulli. Cet algorithme peut être considéré comme le premier programme informatique du monde. De même que Gutenberg a vu dans la presse à raisin une machine capable d'imprimer des ouvrages, la révolution de l'imprimerie vers 1450, Ada Lovelace a pressenti la programmation des machines analytiques à partir des modèles de cartes perforées des métiers à tisser jacquard. Les motifs sur les tissus découlaient de la conception d'une carte perforée qui programmait l'ordre des bobines de fil et leur déplacement. En bon lyonnais, les ouvriers qui y travaillaient la soie pour créer ces motifs complexes s'appelaient les canuts, et le métier à tisser, dans le parler lyonnais, le bistanclac. Les cartes perforées, on les retrouve aussi sur les orgues de Barbarie qui composent ainsi un air de musique. Ada comprend et pressent la puissance des machines analytiques de Babbage. On lui doit la phrase suivante. Beaucoup de personnes s'imaginent que parce que la machine fournit des résultats sous une forme numérique, alors la nature de ces processus doit être forcément arithmétique et numérique, plutôt qu'algébrique ou analytique. Ceci est une erreur. La machine peut arranger et combiner les quantités numériques exactement comme si elles étaient des lettres ou tout autre symbole général. En fait, elle peut donner des résultats en notation algébrique avec des conventions appropriées. La machine analytique tisse des modèles algébriques comme le métier jacquard tisse des fleurs ou des feuilles. Ainsi, Ada comprend qu'une machine analytique peut transmettre des informations qui ne sont pas simplement des chiffres, mais aussi des lettres, des sons ou toute autre chose selon la convention choisie.
Ada perçoit vers 1840 ce que Alan Turing créera un siècle plus tard, le calculateur universel. Mais dans sa vie privée, Ada Lovelace est une comtesse de l'époque victorienne, s'adonnant à la vie mondaine, entretenant des relations avec des amants et s'engageant sur la voie de l'addiction à l'alcool et aux drogues. Découvrant les paris hippiques, elle dilapide sa fortune et se retrouve rapidement endettée. Elle meurt prématurément à l'âge de 36 ans d'un cancer de l'utérus dans d'horribles souffrances. Sa mère la privant d'une assistance médicamenteuse, estimant que la souffrance lui permettrait d'expier devant Dieu ses péchés d'infidélité et de dépendance. Les travaux de Babbage et d'Ada Lovelace tombent alors dans l'oubli. Ce n'est qu'avec l'essor de l'informatique, grâce aux avancées d'Alan Turing en particulier, que les chercheurs redécouvrent les machines analytiques de Babbage ainsi que la programmation originelle mise en place par Ada Lovelace. C'est en son hommage qu'on a appelé Ada le langage de programmation conçu en 1977 pour le département de la défense américaine. Depuis 2009, il existe une journée Ada Lovelace, la Ada Lovelace Day. Elle est célébrée chaque année le 2e mardi du mois d'octobre et promeut le rôle des femmes en sciences. L'objectif de cette journée est d'accroître la visibilité des femmes travaillant dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, afin de devenir des sources d'inspiration, encourageant davantage de femmes à faire carrière dans ces domaines et à rectifier une histoire qui n'a souvent pas été écrite en leur faveur. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her 2 lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover, and tell her that her lonely nights are over. Oh, Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Oh, Sandman, bring us a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her 2 lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over. Oh, Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her 2 lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over.
Les femmes scientifiques sont dignes d'une admiration encore plus grande, car plus encore que leurs découvertes scientifiques, elles ont su surmonter les préjugés enracinés au sein de notre société patriarcale. Le combat est loin d'être gagné, et il n'y a pas une seule journée qui passe où les faits divers nous montrent le chemin qu'il reste à faire, que ce soit dans le monde scientifique, le monde politique ou le monde du spectacle. Bien entendu, amis écouteurs, une autre chronique mettant en lumière d'autres femmes importantes, mais peu connues dans l'histoire du monde, est prévue dans les mois à venir. Terminons sur une citation de Hillary Clinton. « Les femmes sont le plus grand réservoir inexploité de talent au monde. » J'aurai plaisir à vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle chronique de Timelapse. Timelapse, l'heure du savoir, par Olivier Bonneton.